Bonjour à tous et à toutes. Cet épisode, je le vis comme un défi. Je veux voler haut et creuser profond à la fois. L'idée étant d'élucider l'influence de la démographie sur la géopolitique. Alors vous le savez, je ne suis pas démographe de formation. Or, tout podcast qui se respecte, lorsqu'il parle de démographie, se doit de citer Jean Bodin, auteur français du XVIe siècle, qui a écrit « Il n'est de richesse que d'hommes », dont la traduction contemporaine pourrait être « T'es tout seul dans ton short pour me parler comme ça ?» En France, la défaite de 1871 aux mains des Prussiens a créé une obsession nataliste. Vite, refaire des enfants pour avoir des soldats pour la revanche. Mais attention, ici, c'est un podcast irrespectueux. Alors plutôt que de vous rebattre les oreilles avec l'Alsace et la Lorraine, je vais vous raconter une de mes histoires préférées. Une histoire méconnue, une histoire suédoise. Bonjour, je suis David Duhamel, professeur d'économie à l'ILERI et enseignant à Sciences Po. Je viens vous parler du monde dans lequel on vit et surtout du monde à venir, un monde sans enfants. Nous sommes en 1749 en Suède. La Suède, qui englobe alors la Finlande, est une puissance majeure du nord de l'Europe. Elle se rêve rivale des plus grands, le Royaume-Uni, la France et la Russie. Les Suédois sont aussi au top de la modernité. Et à ce titre, sont les premiers à lancer un recensement national. La Tabelverk, une fierté nationale suédoise au même titre que ABBA ou Ikea. Les Suédois se comptent. Évidemment, au XVIIIe siècle, ça prend un peu de temps. Pendant que les fonctionnaires crapahutent dans la campagne scandinave, le roi Frédéric Ier se prend à rêver. Combien sommes-nous ? 10 millions ? 20 ? 25 ? Comme la France, pays alors le plus peuplé d'Europe ? Enfin, les résultats arrivent. 2. Consternation. Ils ne sont que 2 millions. C'est la fin de la puissance suédoise. Quelques décennies plus tard, la Suède deviendra neutre. La Suède était toute seule dans son short. J'adore cette histoire. Non seulement elle raconte combien le nombre détermine la politique, mais elle dit autre chose aussi. Elle dit que quand on mesure quelque chose, on crée une nouvelle réalité. La quantification n'est jamais neutre, raison pour laquelle je ne me pèse jamais. Par le passé, il est certain que le nombre était directement indicateur de la puissance d'une nation, qu'il valait mieux être nombreux dans son short. Enfin, vous m'avez compris. C'est d'ailleurs une obsession française au XIXe siècle. Une des raisons principales de la domination britannique, au-delà de la révolution industrielle, c'est leur capacité à projeter des migrants en masse, aux USA, en Australie, au Canada. Personnellement, j'ai toujours détesté Napoléon Ier, mais je ne peux pas lui reprocher d'avoir vendu la Louisiane en 1804. En 1804, la Louisiane française était un territoire aussi grand que les USA d'alors, et 4 fois plus vaste que la France. C'était gigantesque. Mais les Français de Louisiane étaient 100 fois moins nombreux que leurs voisins américains. Aucune chance de garder ce territoire. En matière de démographie, la France a une trajectoire unique, que je raconte d'ailleurs dans un épisode intitulé « La France, championne du monde ?» Dans le monde entier, c'est en France que les femmes ont commencé à faire moins d'enfants. En 1800, 1 Européen sur 5 est français. Et Napoléon peut alors rêver d'envahir l'Europe. En 1900, ça n'est plus qu'un Européen sur 10 qui est français. Et en plus, la fécondité allemande est presque le double de la nôtre, qui est d'ailleurs la plus basse du monde. 2,8 quand même. Bref, l'Empire français, on oublie. Et c'est pas plus mal. Pour la France, c'est clair, le compte n'y était plus. Alors, il est vrai qu'il est arrivé dans l'histoire que le groupe le moins nombreux domine le plus nombreux. S'il y avait un différentiel de puissance important, ou si vous arriviez avec plein de microbes, comme les Espagnols débarquant dans ce qui sera le Mexique. Sinon, le monde serait chinois depuis longtemps. Or, aujourd'hui, les USA, avec 340 millions d'habitants, ont une armée bien plus puissante que la Chine et l'Inde réunies, pourtant presque 10 fois plus peuplée. Donc les liens entre le nombre et la puissance sont à nuancer. À niveau technologique à peu près égal, le nombre compte. En revanche, en cas de gros différentiel, il compte peu, ou pas. Ce dont je voudrais vous parler maintenant, c'est du rôle que joue la démographie dans la géopolitique de la Russie
et de la Chine. De l'ours et du dragon. L'ours, d'abord. Si la France fut la première à s'inquiéter au XIXe siècle, la Russie était préoccupée aussi. Comment avoir assez de monde pour peupler un espace aussi grand ? Comment avoir assez de soldats pour contrer les agressions continuelles venues de l'Ouest ? Staline avait l'obsession du nombre. Il met en place en 1944 des médailles de la maternité pour les mères ayant 6 enfants ou plus, et j'ajoute 6 enfants de plus de 1 an, parce que si on meurt avant, ça compte pas. Et ça a fait 4 millions de médailles tout de même. Et on peut même rajouter 8 millions de médailles de seconde classe pour les mères qui avaient 5 enfants. Donc vous voyez, à l'époque, le patriotisme, cela marchait en matière de natalité. Et les Russes n'oublient pas que la Grande Guerre patriotique fut gagnée grâce au nombre. Au plus fort des combats de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique avait 34 millions de soldats, combattant 13 millions d'Allemands, eux-mêmes divisés sur 2 fronts. Pourtant, la démographie russe raconte une chute, dont je vais faire l'anatomie. Juste avant sa dissolution, en 1991, l'Union soviétique compte 300 millions d'habitants, un peu plus que les USA. Aujourd'hui, la Russie compte environ 145 millions d'habitants, soit moins de la moitié des USA aujourd'hui. Vous imaginez bien leur sentiment de déclin. Mais le nombre ne raconte pas toute l'histoire. La Russie est passée par tellement de chocs depuis 1991 que l'espérance de vie pour les hommes y est aujourd'hui, en 2024, au même niveau qu'en 1964. La femme russe, ça va, mais l'homme russe galère. Pourquoi ? La vodka. Vous savez, on se moque parfois des Anglais et de leur tradition de binge drinking, c'est-à-dire de boire beaucoup et très vite, parfois jusqu'au coma éthylique. Mais les Anglais sont des petits joueurs à côté des Russes, de la gnognotte. Eux, ils ont un autre mot, zapoy. Ça claque. Zapoy signifie boire jusqu'à l'épuisement, mais pas juste une soirée, plusieurs jours de suite. Ils ne rigolent pas, les Russes. Ils meurent. Une autre façon de raconter la stagnation sanitaire russe, c'est de la comparer avec le Bangladesh. Il y a 50 ans, les hommes russes vivaient 14 ans de plus que les Bangladais, et aujourd'hui, 7 ans de moins. Et pourtant, le Bangladesh, c'est pas le Pérou. Des décennies à ce régime, et vous obtenez un pays avec un manque d'hommes comparé aux femmes. À l'inverse de la Chine, en Russie, ce sont les hommes qui sont manquants. Et il y a sans doute un gigantesque speed dating à organiser. Plus sérieusement, en 2006, Poutine déclare « Le problème le plus aigu auquel notre pays est confronté aujourd'hui est le problème démographique ». Et il engage une politique nataliste qui donne quelques résultats, le nombre d'enfants par femme passant de 1,2 en 2000 à 1,8 avant de redescendre à 1,5. En fait, les incitations financières poussent les femmes à avoir leurs enfants plus tôt et pas nécessairement à en avoir plus. Toutefois, la situation sanitaire des hommes russes s'améliore. La consommation d'alcool a baissé de 40% depuis le début du siècle. Et le taux de suicide, qui a longtemps figuré parmi les plus hauts du monde, a baissé de plus de la moitié depuis l'an 2000. Et je dois aussi ajouter une statistique surprenante, choquante même. La mortalité infantile en Russie, aujourd'hui, est plus basse que celle des USA. Et ça, à mon avis, cela en dit plus des USA que de la Russie. Tout ça pour dire que la Russie de Poutine allait mieux en 2018, malgré les difficultés. Malheureusement, la gestion catastrophique du Covid, puis l'invasion de l'Ukraine ont annulé les gains de la dernière décennie. Le magazine The Economist considère que la Russie a perdu entre 2 et 3 millions de personnes entre la pandémie, les morts au combat et ceux qui ont fui la mobilisation. Mais il y a une autre équation cachée dans la démographie russe. Il s'agit de sa composition ethnique. La Russie était composée d'environ 80% de Russes slaves, majoritairement chrétiens orthodoxes en 2010, et cette proportion est descendue à presque 70% en 2020. Le monde chrétien orthodoxe est dans sa propre spirale démographique. Mais c'est un autre sujet. Et la Russie, on l'ignore souvent, en tous les cas, moi jusqu'à récemment je ne le savais pas, compense en étant une terre d'immigration pour l'Asie centrale, notamment les anciennes républiques soviétiques aujourd'hui indépendantes.
Par exemple, selon le démographe Paul Morland, la ville d'Europe avec la plus grande population musulmane ne serait pas Paris, Berlin ou Londres, mais Moscou. Pour Poutine, qui n'est pas si différent du Hongrois Orbán, il y a un risque de grand remplacement. Poutine a peur de la dilution de sa population slave. La diversité culturelle qui est vécue comme un signe de puissance à l'ouest est perçue comme une menace à l'est. D'où la tentation d'aller chercher des territoires slaves, en Ukraine par exemple. Car l'Ukraine, ce n'est pas que du territoire pour Poutine, c'est aussi du peuple. Pour l'instant, la guerre d'Ukraine a coûté à la Russie, non pas par le nombre de morts, difficile à estimer, entre 60 et 200 000 hommes, mais surtout par le nombre de jeunes hommes qui ont fui la Russie. 700 000 selon The Economist. Enfin, avec 1,5 enfants par femme, la Russie n'est pas dans une position dramatique. Elle peut compter sur une immigration importante venue d'Asie centrale, où la fécondité est plus haute. D'autre part, la Russie de Poutine a abandonné l'ambition d'être une puissance industrielle, qui était son héritage soviétique, et se contente d'être un géant énergétique. Or, une économie fondée sur la vente de pétrole et de gaz n'a pas besoin d'une main-d'œuvre nombreuse. Et d'ailleurs, on voit très bien comme elle résiste, vraiment bien, aux sanctions de l'Ouest. Donc, en ce qui concerne la géopolitique russe, c'est moins le faible nombre de naissances que la composition ethnique de ces naissances qui a joué un rôle. Et maintenant, j'en viens au dragon. Le déclin démographique chinois est bien plus soudain et sérieux. Son influence sur sa géopolitique n'en sera que plus grande. Alors, je raconte la démographie chinoise dans un épisode intitulé « La Chine, dragon de papier ». La Chine se distingue d'abord par son développement économique. Jamais autant de personnes ne se sont enrichies aussi vite, arrachées à la misère. À partir de 1980, date à laquelle Deng Xiaoping convertit l'économie chinoise au capitalisme. Il n'y a pas de mots pour décrire la vitesse, la puissance et l'échelle du développement économique chinois. Pas de mots. Et le grand philosophe viennois Ludwig Wittgenstein a dit dans son Tractatus Logico Philosophicus, que je ne relis pas tous les matins, j'ouvre les guillemets, « Ce dont on ne peut parler, il faut le taire », fermez les guillemets. Eh bien, ici, avec vous, je vais dépasser l'impératif wittgensteinien, car entre la parole et le silence, il y a un espace pour le son. Alors, que dire du développement économique chinois ? Wow, indeed ! Étoile filante économique, la Chine devient vite la seconde puissance mondiale, notamment militaire. La question s'impose alors d'elle-même. Va-t-elle dépasser les USA, ce qui semble inévitable vu son rythme ? Va-t-on vers un siècle chinois ? Et surtout, cette transition d'un monde américain vers un monde chinois se fera-t-elle dans la paix ? En géopolitique, on dirait « éviterons-nous le piège de Thucydide ?» Le piège de Thucydide, c'est l'idée que l'on doit à un grec, comme à peu près toutes les idées d'ailleurs, et ce grec s'appelait Thucydide, vous l'avez compris, que lorsque vous avez une puissance dominante et une puissance émergente, elle se place souvent sur une trajectoire de collision. Et cela quand bien même aucune des deux ne souhaite la guerre. C'était déjà le cas de Sparte, puissance dominante, et d'Athènes, l'émergente, du Royaume-Uni et de la France en 1914, deux puissances dominantes face à l'Allemagne, puissance émergente, et peut-être des USA et de la Chine au XXIe siècle. Autrement dit, le risque de guerre est amplifié par la force grandissante de la Chine. Sauf que la Chine commence à pédaler dans la semoule économiquement, et surtout à sérieusement dévisser démographiquement. Car si Deng Xiaoping a eu l'idée de génie de convertir l'économie chinoise au capitalisme, il a eu la mauvaise idée de mettre en place la politique de l'enfant unique. Bon, c'est un peu facile en 2024 d'en vouloir à Deng pour l'enfant unique. D'abord, il a pris cette décision à partir des informations qu'il détenait. Or, il s'appuyait sur les projections démographiques de son époque, celles du démographe Song Yang. Moi, j'adore revisiter les projections du futur faites dans le passé. Elles nous invitent à l'humilité. D'ailleurs, j'espère que personne dans 50 ans écoutera ce que je raconte ici. Mais que disaient les projections de la fin des années 70 en Chine ? Eh bien, elles disaient que la Chine atteindrait 1,3 milliard d'habitants en 2000. Et elles ont eu raison. Puis 2 milliards en 2025. Et là, ça commence clairement à foirer, puisqu'il y a déjà 600 millions de Chinois en moins dans la vraie vie. Et enfin, elle prédisait,
Pour 2100, 5 milliards. Alors que l'ONU prévoit plutôt 700 millions, soit 7 fois moins. Et donc que des vieux. 5 milliards. On comprend mieux la décision de Deng. Aujourd'hui, le débat fait encore rage sur les conséquences de la politique de l'enfant unique. J'ai tendance à penser qu'elles sont moindres que l'on ne le croit, que la fécondité chinoise aurait diminué quasiment autant sans cette loi. Et je pense ça pour 2 raisons. D'abord parce que les pays voisins ont eu la même évolution sans la limite de l'enfant unique. En Corée, vous pouvez faire 12 enfants si ça vous chante. Mais le taux de fécondité n'en est pas moins à 0,7. Et la deuxième raison, c'est que si cette politique de l'enfant unique avait été si restrictive, alors on aurait vu la fécondité remonter après son abrogation. Or, c'est tout le contraire qui s'est passé. La politique de l'enfant unique a été abrogée en 2016, et depuis, le nombre de naissances est passé de 18 à 9 millions. Moins 50% de naissances en 7 ans. Là encore, je n'ai pas de mots. Pardon Ludwig, mais 9 millions de naissances, c'est pas un déclin démographique, c'est un piqué, une vrille. Cette sécheresse démographique va impacter l'économie chinoise. Parce que l'économie chinoise est beaucoup plus vulnérable à la taille de sa population active que l'économie russe. L'économie chinoise repose sur 2 piliers. Bon, le premier, ce sont les exportations, c'est-à-dire ce qu'elle nous vend. La Chine est devenue l'atelier du monde, et ça devrait rester le cas, quelles que soient les volontés protectionnistes des USA, même s'ils élisent Trump en 2024. Mais le second pilier, c'est l'investissement. La Chine investit à mort. La Chine a équipé son territoire d'autoroutes, d'aéroports, de trains à haute vitesse, de villes nouvelles. Ils sont déjà suréquipés pour leur population de 1,4 milliard. Mais qu'est-ce que ce sera quand il n'y aura plus que 1 milliard et plus que 600 millions ? Il suffit de voir les difficultés du secteur immobilier chinois aujourd'hui pour comprendre que ça va empirer très vite. Et puis, en 2018, la population chinoise augmentait encore de 5 millions d'habitants par an. En 2018, il n'y a pas longtemps, hein, mais en 2022, elle en perd pour la première fois, moins 800 000. Et en 2023, moins 2 millions. Et elle en perdra bientôt plus de 5 millions par an, et puis ensuite plus de 10 millions. À quoi bon investir dans des infrastructures si votre pays, qui est déjà suréquipé, se vide ? Mais pour l'économie chinoise, comment croître sans investissement ? On ne sait pas. Bref, la blessure démographique chinoise est fatale. D'autant plus qu'aucun remède migratoire ne peut s'appliquer. Le nombre de migrants nécessaires pour faire une différence en Chine n'existe simplement pas. Puis en plus, les Chinois n'en veulent pas. Donc la population chinoise ne va pas diminuer, elle va s'effondrer. Difficile alors de planifier la domination mondiale. Cet effondrement est certes inévitable, mais il n'est pas pour tout de suite. En 2024, la Chine est loin d'être aussi vieille que le Japon, pays le plus vieux du monde, mais même que la Corée ou la France. Mais en 2050, surtout que contrairement aux Russes, les hommes chinois sont en bonne santé. Les masses de baby-boomers sont là pour rester un moment. À 78 ans, l'espérance de vie chinoise est supérieure à celle des USA. Là aussi, ça en dit davantage des USA que de la Chine. Ce qui est inquiétant dans le cas de la Chine, c'est qu'elle est une dictature dont la fenêtre d'opportunité se réduit sous ses yeux. En règle générale, quand une démocratie connaît une crise économique grave, elle se replie sur elle-même et devient averse au risque. Elle ne prend pas de risque. Mais quand cela arrive à une dictature, le dictateur cherche à faire diversion à l'extérieur et n'hésite pas à prendre des risques, puisqu'il s'agit souvent, pour lui, de sauver sa peau. Un aventurisme géopolitique chinois est à craindre. Et cette fois-ci, non en vertu de la force de la Chine, mais en vertu de sa stagnation prochaine, de sa faiblesse à venir. C'est d'ailleurs la thèse défendue dans Danger Zone, The Coming War with China, par Hal Brands et Michael Beckley, donc Zone de danger, la guerre à venir avec la Chine. Loin d'être dans une situation à la piège de Thucydide, disent-ils, c'est plutôt l'idée d'une puissance inquiète et à son sommet, et donc bientôt déclinante, qui décrit ce que vit la Chine. Un peu comme le Japon en 1941, juste avant Pearl Harbor. Autrement dit, si la Chine veut récupérer Taïwan, c'est d'ici 20 ans ou jamais.
Bon, ne vous inquiétez pas trop non plus. Les Américains produisent en masse ce genre de livres. Et j'adore ceux des années 90 qui disaient qu'une guerre USA-Japon était inévitable. Donc ils exagèrent. Mais je pense quand même avec eux que c'est la faiblesse chinoise qui est la plus grande cause de risque géopolitique. Non seulement elle va se retrouver toute seule dans son short, mais comme elle sera vieille et frêle, le short risque d'être trop grand et de tomber. Et alors là, je ne réponds plus de rien. C'est la fin de cet épisode, dédié à l'influence de la démographie sur la géopolitique, particulièrement en Russie et en Chine. Si ça vous a plu, comme d'habitude, partagez-le, mettez les étoiles et... Indeed. Et si ça vous a pas plu, bah c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois.